Je vais vous parler en fait de mesures de consistance, d'inconsistance, etc. C'est quelque chose, quelque part, je pars sur un matériel qui est beaucoup plus rudimentaire que l'exposé précédent, avec des notions au départ beaucoup plus basiques, mais sur un problème qui est assez intéressant. Alors, concernant les mesures d'inconsistance, c'est quelque chose qui est très étudié depuis 2010. Il y a eu un gros essor autour de ça dans les années 2010. Aussi, avant de démarrer, je tiens à préciser que c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Philippe Bénard, qui lui travaille sur ces questions depuis plusieurs années et qui a eu la gentillesse de m'inviter à travailler notamment sur l'histoire des mesures de consistance, qui est un petit peu l'apport nouveau de cet exposé. Je tiens à préciser aussi, là il y a marqué Preliminary Report, en fait c'est vraiment un travail en cours. Donc je vous donne des résultats qui sont des petits résultats, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, voilà, il n'y a pas encore... Et sans doute que l'exposé sera plus court que le précédent. Donc déjà pour commencer, commençons par la notion d'inconsistance et qu'est-ce que c'est qu'une mesure, qu'est-ce que pourrait être une mesure d'inconsistance et pourquoi une mesure d'inconsistance. A priori, l'inconsistance c'est un concept binaire. On a un ensemble de formules et cet ensemble est consistant ou il ne l'est pas, enfin il est inconsistant ou pas. Et l'idée qu'il puisse y avoir une graduation sur l'inconsistance d'un ensemble de formules vient en fait de travaux qui sont faits en IA symbolique, notamment autour de la représentation des connaissances, liée par exemple à la révision des bases de connaissances. Donc la révision des bases de connaissances, c'est quoi? C'est que vous avez une base qui est considérée comme un ensemble de formules, et puis cette base, à un moment donné, vous lui présentez une nouvelle formule. Vous voulez injecter une nouvelle formule dans cette base. Et évidemment, la question est de savoir si la nouvelle formule que vous allez injecter dans cette base va rendre l'ensemble inconsistant. Auquel cas, l'ensemble du système déductif s'effondre, comme on le sait très bien en logique classique, et ça pose problème. Donc, il y a beaucoup de travaux depuis très nombreuses années autour de la révision des connaissances. Il y a une extension de la révision des connaissances qui s'appelle fusion, c'est-à-dire qu'au lieu de juste présenter une formule à une base de connaissances, on considère la juxtaposition de deux bases de connaissances et on essaye d'étudier comment on pourrait les réunir. Donc là, encore une fois, le problème de la consistance, de l'inconsistance se pose de manière cruciale. Plus loin encore, il y a ce qu'on appelle les approches formelles autour de l'argumentation. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des stratégies qui permettent, par exemple, à deux bases de connaissances, idéalement, de discuter, voire l'une de convaincre l'autre, ou voilà, il peut y avoir des approches heuristiques ou pas, des choses comme ça. Donc tout ça, ça rentre dans un cadre assez traditionnel d'études qui sont faites en IA autour de la fusion d'informations et le traitement de l'incohérence. Donc, je vais en préliminaire, et avant d'aborder vraiment le sujet, je vais juste partir sur quelques exemples pour situer un petit peu la question. Donc je vous propose par exemple deux bases de connaissances, enfin, c'est un bien grand mot pour juste ces deux ensembles de formules propositionnelles très simples. Et si j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'inconsistance, l'incohérence là-dedans, ce que je vois, c'est qu'évidemment, dans la première, il y a immédiatement deux inconsistances qui sont patentes, enfin, on les voit à l'œil, clairement. Dans la deuxième, il y en a une aussi, mais elle est plus cachée. Il semble qu'elle soit un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que pour la détecter, il faut aller faire un petit peu de travail. Et donc, du coup, déjà, on a l'impression que la façon d'appréhender l'inconsistance sur ces deux ensembles ne sera pas forcément la même. Et par ailleurs, en plus, ce qu'on peut voir dans la deuxième, c'est qu'il y a une formule supplémentaire qui, elle, n'a absolument rien à voir avec la présence ou non d'une inconsistance et qui pourrait quand même nous fournir des informations intéressantes pour peu qu'on soit capable de raisonner évidemment là-dessus s'il n'y avait pas d'incohérence. Donc il y a des approches qui existent en logique qui s'appellent la paraconsistance et qui tentent effectivement de raisonner en présence de raisonner en présence d'inconsistance sans que l'ensemble du système s'effondre complètement. Et donc ça pourrait avoir un intérêt dans ce cadre-là.
effectivement, C pourrait apporter des informations. Bon, disons qu'assez intuitivement, naturellement, on a envie de dire ici que la première base est plus inconsistante, en quelque sorte, en termes de mesure, que la deuxième, parce que la première est totalement inconsistante, la deuxième, il y a des formules en plus, et puis la première, l'inconsistance apparaît de façon patente. Un deuxième exemple, cette fois de base un petit peu différente, donc cette fois, on a toujours une inconsistance très apparente dans le premier ensemble, mais cette fois aussi il y a une formule en plus. Donc c'est un petit peu le cas un petit peu dual de ce qu'on a vu avant. Et puis dans la deuxième base, effectivement, l'inconsistance, elle est toujours cachée, elle est cette fois bien en profondeur. Par contre, elle implique, pour la détecter, elle implique l'ensemble des formules de la base. Et donc, en fait, ici, il semble plus difficile de dire si l'une des deux bases est plus ou moins inconsistante que l'autre. Parce que, clairement, on a envie de dire K4, voilà, c'est complètement inconsistant parce qu'il n'y a pas de formule qui permettrait de fuir, en quelque sorte, d'échapper à l'inconsistance, comme c'est le cas, par exemple, dans K3. Mais par contre, cette inconsistance, elle est cachée, ce qui n'est pas le cas dans K3. Donc, vous voyez que là, déjà, se pose un petit problème sur, qu'est-ce qu'on veut mesurer, quoi, comment. Un dernier exemple, donc on peut se dire par exemple, alors on peut se poser, mais qu'est-ce que devraient être les propriétés d'une mesure de l'inconsistance? Donc une idée par exemple, c'est de se dire, si deux bases sont incluses l'une dans l'autre, on peut s'imaginer qu'en fait, celle qui est incluse dans l'autre ne sera pas plus inconsistante. Au contraire, elle aura tendance à l'être moins. C'est-à-dire que plus vous grossissez en fait votre base, plus vous avez des chances en fait de la rendre inconsistante. C'est ce qu'on veut dire par là. Ça semble assez naturel. Sauf qu'à la lumière des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, je peux en fabriquer un nouveau. Et donc de nouveau, là, j'ai une inconsistance patente. Et puis là, par contre, j'ai la même inconsistance patente. Et puis, je produis en plus un ensemble de formules qui, elles, n'interviennent pas dans la détection de cette inconsistance. Et là, en quelque sorte, on voit très bien que, bien que K5 soit inclus dans K6, en l'occurrence, il semble difficile de dire que K6 serait plus inconsistant que K5. On a même plutôt envie de dire le contraire. Donc tout ça, c'est très intuitif. C'est juste pour tenter de vous montrer un petit peu le genre de situation qu'on essaye de traiter. Donc, ces questions alors aussi, tout de même, un exemple de mesure d'inconsistance. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer? Alors, dans la littérature, il y a eu, comme je le disais, depuis les années 2010, un tas de gens qui ont proposé un tas de mesures pour approcher cette notion. Il y en a une qui m'intéresse un petit peu plus ici, qui a en l'occurrence été proposée par mon co-auteur Philippe Bénard, qui est l'idée d'oublier, en fait, qu'est-ce qu'on doit oublier dans une base pour pouvoir la rendre consistante. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'on va faire des affectations de true et false à des occurrences de variables, de toutes les façons possibles. En fait, ce que dit cette formule, c'est qu'on fait une espèce de combinatoire sur un ensemble de formules, et on affecte des true et false de toutes les façons possibles à toutes les occurrences de variables, et on essaye de trouver la plus petite façon de faire cette affectation de manière à réparer en fait la base et à la rendre à nouveau consistante. Et ça peut nous fournir une mesure d'inconsistance. Donc en fait, en quoi, ou comment, ou combien il est facile de réparer une base pour la rendre à nouveau consistante. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur les formules? Si par exemple, dans ton exemple, tu avais A et non A. Oui. Peut-être pas A ou non A, mais peut-être A ou B, non A, des trucs avec les 4 là. Oui. Et tu affectes et du coup tu supprimes les formules où il y a ces variables. Oui, c'est l'idée, c'est ça, c'est que tout à fait. C'est-à-dire tu mets true et false. Complètement ou
Alors en fait, ce que tu vas supprimer, c'est même là, en l'occurrence sur cette approche-là. Alors bon, il y a différentes possibilités, mais là, c'est carrément en fait, on supprime les occurrences de variables simplement dedans. Donc c'est vraiment le plus petit travail, le minimum qu'on puisse faire pour la rendre à nouveau consistante. Donc ok, alors. Donc, comme je le disais, donc ça, tout cet aspect autour des mesures d'inconsistance est quelque chose d'assez exploré, avec beaucoup de publications. Et donc Philippe Bénard et moi, on s'est posé, on a eu une discussion un jour comme ça, à bâton rompu. Moi, je ne connaissais pas trop le domaine. Et puis j'ai eu cette question totalement naïve et un peu bête, en me disant, mais au fond, pourquoi on ne mesure pas aussi la consistance, la cohérence ? Et on a commencé à essayer de voir ce que ça pouvait donner. Donc, bon, voilà, ce que je vais tenter de vous présenter. C'est que ça a été présenté aux journées d'intelligence artificielle françaises qui se sont tenues à Toulouse dernièrement, au mois de juin. Donc, alors l'idée, qu'est-ce que pourrait être une mesure de consistance ? Ok. Donc, on a l'idée qu'une formule pourrait peut-être être vue comme plus consistante qu'une autre. Ok, si je repars sur l'idée de mesure d'inconsistance que je vous avais donnée précédemment, cette fois, donc toujours avec l'idée que je vais finalement affecter true et false à des occurrences de variables, l'idée c'est de voir quel est à partir d'une base qui serait cohérente, quel travail je dois faire finalement pour détruire cette cohérence. Et donc quel est le minimum de travail que je dois faire pour tenter de la rendre incohérente. C'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et donc effectivement, ici, par exemple, alors c'est un peu... le formalisme est un peu lourd, mais l'idée derrière est finalement assez simple, c'est-à-dire que vous faites des affectations, comme tout à l'heure, de true et false. Vous prenez en fait donc la conjonction à chaque fois, puisque d'un côté vous assignez true, de l'autre côté vous assignez false. Vous faites toutes les combinaisons possibles et puis vous voyez ce que vous pouvez obtenir à partir de l'inf ici. Donc par exemple ici, pour une simple formule non A, vous obtiendrez que la mesure de cohérence sera 1, parce qu'il suffit de basculer une fois pour la rendre incohérente. Par contre, sur une tautologie, il n'est pas possible de rendre une tautologie incohérente. Donc la mesure de cohérence d'une tautologie va aller à l'infini, enfin plus l'infini. Du coup, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement une mesure de cohérence serait une fonction dont le codomaine est R plus union l'infini. Bon, très bien, on a cette idée. Au fond, la question qui peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer sur une mesure être les bonnes propriétés d'une mesure de cohérence. Alors, on se place dans un cadre classique, donc l'inférence classique au minimum. Donc on considère des ensembles de formules et on va en fait associer, on va avoir une fonction qui va associer à tous ces ensembles de formules. On peut construire sur un certain langage propositionnel a priori, associer toute mesure qui pourrait être prise dans R plus union l'infini. Et donc les postulats qu'on va essayer de faire émerger vont finalement nous permettre de considérer les différents cas qui permettent d'assigner soit la plus petite, soit la plus grosse mesure de cohérence, plus gros degré de cohérence à un ensemble de formules. Donc, allons-y. Alors, il y a un premier postulat qui semble assez naturel, qui est de dire que avoir un degré 0 de consistance sur une base K, c'est finalement que la base est inconsistante. C'est vraiment le truc le plus immédiat. Aussi, du coup, les tautologies, on s'imagine que leur degré de cohérence va être le plus grand possible. En tout cas, plus grand que tout autre, au moins aussi grand que toute autre formule qui serait une tautologie. S'il y a une équivalence entre deux ensembles de formules, on espère que leur degré de cohérence soit le même, bien sûr. C'est une façon de mettre de côté, en fait,
toute variation syntaxique. Et puis, du coup, en sens inverse, à la permutation près qu'on peut faire sur des occurrences de variables sur une des deux bases, l'une ou l'autre, eh bien, si les deux sont égales, donc à cette permutation près, du coup, on se dit qu'on devrait aussi avoir le même degré de cohérence. Donc ça, c'est parce que ici, on est vraiment du côté syntaxique, quoi. Bon, j'avance. Oui, je t'en prie. La dernière chose, c'est quoi? C'est juste une réécriture? Oui, c'est une réécriture. Enfin, c'est un renommage. Oui, tu peux le voir comme un renommage, quoi. C'est un renommage. C'est-à-dire, en fait, c'est oui, c'est les permutations que tu vas faire sur les différentes affectations sur les variables, quoi. Voilà. Ok. Donc, la propriété qui va nous intéresser en premier lieu, celle dont on est parti, inconsistance nulle. Donc je pars de là, en fait on peut raffiner cette propriété, et on peut montrer que cette propriété d'inconsistance nulle, elle se décompose en trois sous-propriétés un petit peu plus fines, donc qui sont d'abord que, pour toute base de connaissances, si donc il y en a une qui a un degré, donc si toute base, oui, je suis un peu fatigué, donc les bases de connaissances sont inférieures à toute base de connaissances, donc ça veut dire que cette base de connaissances est inconsistante, quoi. Ensuite, on a l'implication inverse, et puis surtout on espère, parce qu'on a posé le cadre, on espère qu'il existe bien une base dont le degré de cohérence est toujours nul. Alors, en fait, ce troisième item est une conséquence directe de la propriété encore une fois, d'inconsistance nulle qu'on a vue, hein, la première qui est là-haut. De là, vous montrez très facilement que ceci est vrai, parce que justement, on a le codomaine 0 R plus l'infini, union R, R plus union l'infini. Et puis ensuite, on arrive, une fois qu'on a établi ça, on arrive à montrer à partir de cette troisième propriété, les propriétés 1 et 2. Et donc finalement, on a l'équivalence effectivement entre l'inconsistance nulle et ces trois propriétés. Du coup, en présence de ces trois propriétés, on arrive aussi à montrer qu'elles sont équivalentes à celle-ci. Donc, finalement, les formules inconsistantes ont le degré de consistance le plus bas possible. Heureusement, c'est ce qu'on espérait bien. Et puis que les formules consistantes ont le degré de consistance le plus grand possible. Bon. Donc tout ça, pour le moment, ça va assez bien. Et puis on commence effectivement à voir émerger peut-être une dualité entre consistance et inconsistance ici, puisqu'on en parle en ces termes. Bon. Alors, l'idée, c'est que finalement, aussi tout ça, la notion de consistance, en fait, en logique classique, on le sait, on apprend ça à l'école maternelle, est associé quasiment à la notion de cohérence, et donc, au fond, à la notion de modèle. Et donc, est-ce que être plus consistant, finalement, ça ne revient pas juste, en quelque sorte, à compter les modèles, ou à savoir si on a plus de modèles ou si on en a moins. Pour ça, on peut, en fait, l'idée c'est que du coup, on voudrait rajouter ce postulat qui s'appelle entailment decrease, et qui dit que si une base K' peut être dérivée d'une base K, alors on s'attend à ce que finalement le degré de cohérence de K soit plus petit que le degré de cohérence de K'. Ça rejoint un petit peu l'idée de monotonie dont j'ai parlé sur un des exemples au tout début de l'exposé. C'est quelque chose qui semble quand même assez naturel. Bon, ce qu'on voit du coup, c'est que on aura aussi que donc entailment decrease va impliquer en fait
ce qu'on avait avant, c'est-à-dire donc tautologie top. C'était ça, c'est-à-dire que les tautologies ont le plus gros degré de connaissance. Ça va aussi impliquer equivalence variant equality, donc ça c'était ce qu'on avait là, les deux qu'on avait là. Et puis ça va aussi impliquer cette propriété-là, c'est-à-dire que pour peu qu'à la permutation près les deux soient les mêmes, la cohérence en fait ici devient plus grande. Donc si par exemple vous prenez une base toute simple, P ou Q, et puis P ou P pour K', alors vous faites en fait les permutations que vous pouvez faire, par exemple avec cette modification-là ici, et du coup vous aurez que le degré de cohérence de K sera supérieur au moins aussi grand que le degré de K', c'est-à-dire vous aurez ceci. Bon, donc là, ça donne en fait c'est vrai que en fait quelque part ce que ça dit, c'est que, enfin, je ne sais pas si je le dis avec les bons mots, mais que quelque part on a un degré de liberté plus grand sur la base de gauche que sur la base de droite, quoi. Et ça semble assez, moi ça me semble assez naturel. Bien. Donc après, bon, alors on a cette première étude est partie sur un ensemble de postulats, donc il y en a des tonnes et des tonnes. On a étudié surtout leur interrelation, donc il y avait l'idée que du coup aussi, bon, on peut en fait en présence de oui, pardon. C'est pas un peu contradictoire. Si je prends, au lieu de prendre P ou Q, on prend P et Q. Ouais. Donc, en bas, ça nous dit que. Donc t'as P et Q, P. C'est le même changement. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que P et Q, P et Q, ça implique P. P et Q, ça implique P. Oui, tout à fait. Donc, en un certain sens, en haut, ça devrait nous dire que P et Q, c'est moins consistant que P. Et dans le deuxième, ça me dit inverse. Je vais faire raffinement. Ouais, mais t'es passé d'un ou à un et, ce qui est quand même. Enfin. Non, mais je fais tout avec P et Q. Ouais. Bon, on pourra parler après. Ok. Mais bon, après, bon, enfin, il y a sans doute beaucoup de. Je suis d'accord j'ai sans doute beaucoup de commentaires à faire et à prendre. Voilà. Il y a une idée de. Surtout là, intéressant, bon, il y a une idée de possibilité de normalisation, c'est-à-dire que le codomaine étant 0 plus allant de 0 à plus l'infini, finalement on peut bien sûr plonger ça sur un intervalle qui est 0,1, bon, c'est quelque chose d'assez classique, et que du coup on obtiendra quelque chose comme ça, quoi. Et que si on a une tautologie, du coup, au lieu d'avoir le degré infini, alors le degré 1, bon, ça c'est juste un petit truc en passant. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on peut... Alors, on a essayé, il nous a été suggéré, quand on a soumis l'article, des mesures de consistance basées effectivement sur les modèles. Alors, en fait, on s'était intéressé à une première approche qui est la notion de supermodèle, qui a été introduite par quelqu'un qui s'appelle Ginsberg, avec des co-auteurs. Et il nous a été suggéré que cette notion de supermodèle pouvait peut-être s'étendre à une autre approche qui est assez peu connue, qui s'appelle les morphologiques. Donc on a étudié dans le cadre du papier ce que ça donnait. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, je vous le montre en passant. Je pense que ce n'est pas le plus important ni le plus intéressant. Bon, l'idée d'un supermodèle, c'est que c'est en fait un couple qui est tel que si vous modifiez c'est une interprétation, enfin un modèle, et si vous modifiez les valeurs de plus n variables dans le premier modèle, alors à ce moment-là, vous pouvez encore obtenir un modèle de la même formule en modifiant les valeurs d'O plus m variables dans le second modèle. Ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est encore une fois une façon de réparer.
C'est encore une fois une façon de réparer. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'interprétation PQ, c'est plus visible sur un exemple, si je prends l'interprétation PQ, c'est un supermodèle 1,0 de P ou Q, parce que finalement, si vous basculez une seule des deux variables, vous retrouverez la consistance. Donc, oui. Initialement, M était un modèle de phi avant le changement des invariables. Oui. Ah, okay. Oui, avant. Okay. Ah, oui. 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 Tu déformes et après tu oui, voilà. Et après, on voit comment on peut rétablir d'un autre côté, en quelque sorte. Bon, alors, donc, c'est Philippe qui lui a fait ça. Il a défini effectivement une mesure de consistance à partir de cette notion de supermodèle. Et cette notion, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de mesure de consistance satisfait bien les postulats principaux qu'on s'est donnés. C'est ce qu'on souhaitait obtenir. On peut réutiliser les variables déjà déformées ou il faut trouver d'autres variables. Alors à mon sens, il faut d'autres variables. Additionnelles devraient être des variables différentes. Pas forcément. Pas forcément, mais c'est vrai que. Après, si tu prends les mêmes variables, il y a un cas trivial, évidemment. Donc pour moi. Oui, c'est bien. Bon, c'est bien. Mais je pense. Après, c'est vrai que dans la définition, il précise pas que ça. Si, il dit quand même d'autres variables. D'autres variables. Voilà. Parce que sinon, c'est. Voilà. Donc on obtient ici une mesure de consistance qui vérifie finalement les bons postulats qu'on s'est donnés. Par contre, on ne peut pas effectuer de normalisation sur cette mesure-là. Alors après, du coup, comme dit, on nous a suggéré la possibilité d'étendre cette mesure qui avait été proposée par Philippe à une approche qui s'appelle les morphologiques. Donc l'idée des morphologiques, c'est simplement que vous avez un ensemble de modèles, et puis cet ensemble de modèles, vous pouvez le diluer ou l'éroder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, donc si vous avez un ensemble, voilà, un ensemble oméga de formules, en fait, vous pouvez très bien finalement considérer ici un modèle. C'est une espèce de boule, d'accord, que vous prenez comme ça. Et l'idée, c'est que vous allez considérer l'intersection avec votre ensemble oméga. Et si effectivement l'intersection est non vide, finalement, vous allez rajouter ici ce qui manque à oméga, et donc en quelque sorte, je sais pas. Enfin comme c'est vrai pour tout, quand vous faites varier oméga, finalement, vous allez augmenter, vous allez faire croître votre ensemble grand oméga ici, et donc vous allez en quelque sorte diluer ce que vous avez. Inversement, pour l'érosion, c'est que si vous avez considérez cette fois ce qui est inclus. Donc vous avez une boule que, en général, on place ici à la limite. Et donc, en fait, votre boule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous permettre de creuser ici votre ensemble, de cette façon-là. Et donc, si vous faites varier ici, vous faites bouger votre oméga, puisque c'est pour tout oméga, du coup, votre ensemble oméga, finalement, il va effectivement y avoir un phénomène d'érosion, et vous allez le rendre plus petit, le faire décroître. Donc c'est quelque chose, ces aspects de dilution et d'érosion ont été étudiés notamment par Jérôme Lang, qui est quelqu'un qui travaille dans le domaine sur la représentation des connaissances. Et ils ont montré que c'était une façon intéressante d'aborder la question de la révision des connaissances, dont je vais parler au début. Il se trouve que donc on a ces propriétés-là.
Si on définit ici une distance entre modèles, avec une contrainte en disant que on veut que cette distance soit plus petite qu'un certain i qu'on se fixe, alors on obtient finalement une collection de mesures de consistance qu'on peut définir comme ça, à partir de l'érosion, sur les modèles de cas. Donc, sur tous les modèles de cas, quand l'érosion est différente du vide. En particulier, alors en fait, le lien avec ce qui est fait auparavant et avec les supermodèles, l'idée c'est que la distance qu'on définit ici est une distance de Hamming, on retombe sur la notion de supermodèle, telle qu'elle était définie auparavant par Ginsberg, et donc on retrouve la même mesure de consistance que celle qu'on avait avant. Donc ça, ce sont deux mesures de cohérence, de consistance possibles. Ce qui me semble plus intéressant dans un cadre d'une étude générale, finalement, c'est aussi l'idée de comment relier finalement mesure de consistance et mesure d'inconsistance. Donc maintenant, on a une dualité, puisqu'on a les deux types de mesures, et finalement, qu'est-ce qui les relie? Alors, a priori, être cohérent, c'est ne pas être inconsistant, et réciproquement, et pas réciproquement justement, mais du coup, voilà, on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a des postulats qui existent pour les mesures d'inconsistance, et donc on retrouve des postulats identiques, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait inconsistance nulle, là on a consistance nulle, et encore une fois c'est quelque chose là qui est tout à fait naturel, très basique, qui est que l'inconsistance vaut 0, si K évidemment n'est pas contradictoire. Donc la question, c'est la question de la dualité entre les deux. Donc ce qu'on a montré, c'est que si notre mesure de cohérence satisfait la consistance nulle, et que notre mesure d'incohérence satisfait donc l'inconsistance nulle et de l'autre côté la consistance nulle, alors on a en quelque sorte une équivalence, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Si la cohérence de K vaut 0, alors c'est qu'on est contradictoire, et donc l'inconsistance de K évidemment supérieure à 0, et de manière duale, voilà, si c'est supérieur à 0, c'est qu'on est contradictoire ici, et du coup, c'est l'inconsistance qui vaut 0. Bon, jusque-là, tout va bien. Du coup, finalement, on se dit, on peut très bien réécrire tout ce qu'on a écrit en termes de cohérence ou de consistance, on peut le réécrire en termes d'incohérence ou d'inconsistance, en faisant une traduction purement syntaxique des symboles, c'est-à-dire que voilà, c'est notamment simplement être inconsistant, ça va correspondre de l'autre côté à être consistant pour i de x, et ainsi de suite, enfin vous voyez. Et donc, en tentant une réécriture récursive de ce qu'on a, finalement, on obtient des choses assez immédiates. Par exemple, si on avait l'idée que quand la cohérence vaut 0, c'est que la base est inconsistante. Si on applique notre processus de réécriture, on obtient évidemment la propriété duale. Et tout ça, ça marche bien. Donc on a le dual pour consistance et inconsistance nulle, on a le dual pour cette propriété-là, on a le dual pour cette propriété-là aussi, vous voyez, qui correspond. Et donc en fait on retrouve, grâce à ce qu'on a fait à notre travail sur les mesures de cohérence, en fait on retrouve des propriétés connues par ailleurs sur les mesures d'incohérence. Donc bon, très bien. Alors, du coup, on se dit, finalement, en partant de tautologie top, c'est-à-dire que les tautologies, c'est ce qu'il y a de plus cohérent possible, d'accord ? Il y a cette idée que finalement, propriété qu'on avait, tautologie top, qui est là-haut, ce qu'elle dit, c'est que être maximal
consistant, enfin, si on prend l'ensemble des bases qu'on a là, et si on considère un degré dans la consistance, celles qui seront maximales, ce seront celles qui donneront donc un degré de cohérence le plus grand possible. Du coup, on pourrait naïvement croire que ça marche évidemment en sens inverse et que la propriété correspondante pour l'inconsistance va nous permettre de considérer qu'il y a finalement un degré d'inconsistance maximale. Sauf que maximale inconsistance, ça ne veut rien dire en logique classique. Ça n'a pas de sens. Et du coup, en fait, cette dualité, encore une fois, qu'on croyait, bien sûr on sait qu'on ne l'a pas, mais cette dualité qu'on aurait pu croire obtenir, même si on sait qu'on ne peut pas l'avoir, là, elle est clairement mise en défaut, et à cause de cette idée que voilà, on ne peut pas avoir une inconsistance maximale en logique classique. C'est vrai en logique classique. Par contre, si on passe à d'autres types de logiques, comme les logiques paraconsistantes, donc les logiques paraconsistantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des logiques qui contiennent la logique classique, mais qui en plus permettent de dériver plus de théorèmes que la logique classique, et notamment d'éviter qu'il y ait un effondrement du système en cas de contradiction, de présence de contradiction. Et du coup, là, par contre, cette notion de degré, enfin d'inconsistance maximale ou de degré d'inconsistance construite de cette façon-là, peut reprendre un sens. Donc c'est ici, en fait, que finalement il y a quelque chose à faire du côté, mais ça serait plutôt du côté des logiques paraconsistantes qui englobent, qui sont une espèce de généralisation de la logique classique. Bon, donc la dernière chose qu'on a tenté de faire, du coup, on s'est demandé s'il était possible d'avoir des mesures qui reprennent les caractéristiques à la fois des mesures de cohérence et des mesures d'incohérence, et d'avoir une mesure unique malgré tout. Alors, bon, donc l'idée c'est que du coup, on va passer plutôt à un codomaine qui irait de moins l'infini à plus l'infini, et que, par exemple, quand le degré de cohérence est inférieur à 0, on est contradictoire. On est incohérent. Et comme, en fait, si on veut construire ce qu'on appelle une mesure mixte, une formule ne peut pas être à la fois, en tout cas dans le cadre classique, ne peut pas être à la fois cohérente et incohérente. Du coup, par contre, on va enlever le 0 ici. Ça, c'est important. Puisque donc on arrive à avoir une mesure qui va... Enfin, on arrive à construire l'idée d'une mesure qui reprendrait à la fois les mesures d'inconsistance et les mesures de consistance, mais il faut évidemment enlever 0 parce que si on reste dans le cas classique, ça n'a pas de sens. Alors ces mesures, du coup les postulats, encore une fois, c'est un peu toujours les mêmes postulats. Donc alors là du coup, une mesure mixte, si le degré est plus petit que 0, on s'attend à ce que la formule soit contradictoire. Ce postulat est équivalent au cas dual, c'est-à-dire que par contre, si la mesure est strictement supérieure à 0, c'est que la formule est consistante. Et du coup, on a aussi que si la mesure donc de k est strictement supérieure à la mesure de k', alors ça c'est vrai à chaque fois que k est consistante et que k' est contradictoire. Donc tout ça, ça correspond à ça dit ce qu'on veut. Et on retrouve l'idée, on peut aussi définir l'idée d'un tautologie top, c'est-à-dire que, encore une fois, les tautologies sont celles qui ont quand même le degré maximum pour la mesure correspondante, même si elles capturent l'inconsistance. Donc une tautologie est plus consistante qu'une non-tautologie, évidemment. Bon, on en est là. Donc ça fait un pataquès de postulats, de choses comme ça. On a montré des interrelations, des choses comme ça. Au final, une mesure d'inconsistance, telle que je le vois moi de plus en plus pour le moment, c'est finalement mesurer combien d'efforts on doit faire pour réparer une base.
Alors, les efforts, bon, ils peuvent être de différentes natures, mais combien d'efforts on doit faire pour réparer une base? Mesure de cohérence, qui est un petit peu le truc nouveau qu'on a essayé d'introduire, c'est combien d'efforts on doit faire pour détruire la base, mais en fait, du coup, on mesure qu'est-ce que c'est que la robustesse de cette base. Et donc, finalement, ce qu'on a, c'est que d'un côté, on essaye de voir qu'est-ce que serait quelles sont les possibilités de facilité de réparation d'une base, et de l'autre, combien une base est capable de résister, d'être robuste face à des informations contradictoires. Si j'essaye je saute tout de suite ici à la fin, si j'essaye de prendre les deux ensemble, réparation plus robustesse, pour moi, ça me rappelle quelque chose qui s'appelle la résilience. Et donc, l'idée serait peut-être de tenter de voir qu'est-ce que pourrait être la notion de résilience sur une base, c'est-à-dire la capacité de résister et de se réparer finalement à un choc, à une attaque. Bon, après, donc ce qu'on a eu, on a que les mesures de consistance sont dans une contrepartie des mesures d'inconsistance, nonobstant le fait qu'effectivement c'est quand même pas complètement dual, forcément. On a des postulats qui correspondent et qui font à peu près ce qu'on veut. On a réussi à faire cette étude. Et donc on a aussi cette notion de mesure mixte qu'il faudrait investiguer un peu plus en profondeur. Et qui est pour le moment indépendante, mais ça je ne sais pas, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose, mais qui est pour le moment indépendante de cette notion de résilience. Mais on pourrait peut-être obtenir quelque chose. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est un travail en cours, hein, donc c'est un peu brouillon, je m'en excuse, mais je vous remercie pour votre attention.